Le Carrefour de l'Afrique, un rendez-vous de décryptage et d'analyse des événements marquants du mois dans le continent. Experts, consultants et analystes décortiquent l'actualité dans le Carrefour de l'Afrique. Et c'est sur Ifriqiya FM. Madame, monsieur, bonjour. Content et ravi de vous retrouver sur les ondes de votre radio Ifriqiya FM. C'est votre émission mensuelle Carrefour de l'Afrique, l'émission qui décortique pour vous les questions politiques, sociales et économiques en Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons des profondes transformations qui façonnent le paysage démocratique du continent, avec un regard particulier sur 3 pays clés, le Sénégal, le Tchad et le Mali. L'Afrique, souvent décrite comme un continent en mutation constante, est le théâtre de divers changements politiques, certains prometteurs, d'autres plus contestés. Le processus démocratique longtemps en gestation s'est solidifié dans de nombreuses régions, marquant des avancées significatives vers la gouvernance participative et le respect des droits civiques. Prenons d'abord le Sénégal. Le Sénégal, un exemple éclatant d'une véritable épopée démocratique en Afrique. Ce pays a connu des élections surprenantes, renforçant ainsi sa réputation en tant que phare de la démocratie sur le continent africain. En revanche, le Tchad traverse une période politique tendue, avec des élections à l'horizon, les tensions politiques exacerbées par des enjeux internes et externes, soulignant les défis persistants auxquels de nombreux pays africains sont confrontés dans leur quête de la stabilité et la transition démocratique. Quant au Mali, bien que la période de transition soit officiellement terminée, le pays reste plongé dans l'incertitude politique, malgré les efforts pour restaurer un gouvernement civil légitime, l'absence d'un calendrier électoral clair et l'annulation du processus de paix issu de l'accord d'Alger soulèvent des questions sur la pérennité de la paix, la stabilité et la démocratie dans le pays. À travers ces exemples contrastés, nous sommes confrontés à la complexité et à la diversité des expériences démocratiques en Afrique. Dans cette émission, dans ce nouveau numéro de Carrefour de l'Afrique, nous allons explorer ces nuances avec rigueur et ouverture d'esprit, dont le but est de mieux comprendre les défis et les opportunités qui façonnent l'avenir politique du continent. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes chroniqueurs et mon invité aujourd'hui, Hassan Qassimi, spécialiste des questions politiques et africaines aussi, politologue. Bien le bonjour à vous, Hassan Qassimi, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour nous, et aussi notre chroniqueur de la radio africaine Ifriqiya FM, Samuel Akizibana. Bien le bonjour à vous, Samuel. Bonjour. Et nous aurons aussi au cours de cette émission des experts du Sénégal, l'expert du Sénégal, Saïdou Norodia, politologue sénégalais, ainsi que Paul Amegakpo, directeur de l'Institut pour la gouvernance au Togo. Nous aurons aussi avec nous aussi Wilson Fofak, expert des questions africaines, aussi Jamal Boukrine, journaliste et spécialiste des questions africaines. Donc ils essaieront de nous éclairer sur les sujets que je viens d'évoquer dans cette introduction. Voilà, je préfère commencer avec le Sénégal, peut-être pour revenir sur ce qui s'est passé au Sénégal. Donc l'élection présidentielle sénégalaise de 2024 a eu lieu le 24 mars afin d'élire le président de la République du Sénégal. C'est la 12e élection présidentielle depuis l'indépendance du pays. Elle est initialement prévue le 25 février 2024, après 2 mandats du président sortant Macky Sall, qui n'est pas candidat à sa réélection, dont la présidence est notamment marquée par les condamnations successives de ses principaux opposants politiques, dont notamment Karim Wade, Khalifa Sall et Ousmane Sonko, ce dernier étant remplacé par Bassirou Diomaye Faye. L'opposition organise à partir de 2021 des manifestations intermittentes pour s'opposer à un éventuel 3e mandat du président sortant, perçu comme inconstitutionnel. On a tous suivi ce qui s'est passé au Sénégal. Et les manifestations sont réprimées par les autorités et plusieurs opposants emprisonnés à partir de 2023. Et puis, il y a eu le décret de Macky Sall de reporter les élections. Donc, oui. Voilà. Et puis, donc un décret qui a été déjà refusé par le Conseil constitutionnel. Donc du coup, juste après cela, donc il y a eu un dialogue national, Amnesty national,
Et puis, les élections ont été fixées pour le 24 mars. Samuel Akizimana, vous avez suivi aussi de très près ces élections sénégales. Quel est votre ressenti, vos impressions sur ce rendez-vous électoral? Déjà, j'ai dit bravo au Sénégal pour leurs institutions parce qu'ils ont su garder ce qui faisait leur fierté, c'est-à-dire que c'est un pays démocratique. Donc réussir à garder cette fierté-là en Afrique parce qu'on sait qu'ils avaient frôlé, parce que c'était une période aussi où on voyait un peu de coups d'État un peu partout. Donc ils avaient frôlé aussi la même chose. Mais en regardant l'esprit qui était sur leur esprit institutionnel avec des institutions qui est forte, ils ont su prendre le devant et éviter la catastrophe. Et ce qui est plus important aussi, en regardant aussi, on a vu, tout le monde a suivi, on a vu que il y avait aussi ces tentatives un peu de garder un peu le pouvoir par Macky Sall, parce que il a même l'espère l'a dit indirectement en disant c'est ça le problème en Afrique. Lorsque certaines personnes arrivent à goûter à un certain pouvoir, il y a cette difficulté de pouvoir le relâcher. Et voir que si on a des institutions fortes et qui peuvent dire basta, nous on respecte ce qui est mis par notre constitution, la constitution dit c'est là et on peut pas aller en dehors de cette constitution. Tu fais un décret, mais on peut, vu que les différentes institutions aussi ont certains pouvoirs, on peut révoquer, etc. pour que la continuité continue. Parce que si on regarde très bien, vous l'avez dit aussi, oui. Ça fait c'est la 12e élection depuis qu'ils ont eu l'indépendance, il n'y a jamais eu de coup d'État, etc. Donc ils ont su préserver ça et donc c'est une fierté. Moi j'aimerais dire aussi ce qui est en train de changer en Afrique, etc. C'est important. Moi pour revenir sur ça, j'aimerais dire un mot. C'est l'ambassadeur du Congo Addis Abeba, il avait dit ça. Nous avons la responsabilité de faire rencontrer les deux Afriques, celle que nous avons et celle que nous voulons. En fait, en regardant très bien, il y a cette prise de conscience de la part de la population sénégalaise et des institutions sénégalaises en ayant une image de ce qu'ils veulent de leur pays. Et au-delà de ça, ils sont prêts à se battre pour ça, au détriment de tout ce qui est pouvoir en place. Et donc, c'est une fierté. Et moi, je me dis, si en Afrique, dans certains pays, on prenait conscience et que les institutions des différents pays africains prenaient conscience pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts, l'intérêt de la nation, ça serait encore pris pour les populations, ça serait intéressant pour la population. Donc c'est une fierté. Et donc en regardant ce qui se passe déjà avec Faye, on voit déjà que à preuve de contraire, on voit déjà que ce sera le nouveau président. Et on sait très bien que il y aura encore certains défis, mais pouvoir au peuple en quelque sorte, c'est ce que je peux dire. D'accord, exactement. Hassan Qassimi, sur ces élections. Alors, ce qui est spécial, c'est que Bassirou, enfin les sondages annoncent Bassirou à la tête des résultats. Bassirou Faye qui était, ça fait 2 semaines, qui était en prison. C'est quand même assez spécial, hein. C'est une première en Afrique, ça. Oui, vous devez savoir que c'est un vote sanction. Alors le vote sanction, c'est que la population a sanctionné le parti au pouvoir et a sanctionné Macky Sall. Et surtout que Macky Sall a très mal terminé, malheureusement pour lui. Et il aurait pu sortir par la grande porte, mais avec ce qu'il a fait, sa tentation de vouloir reporter les élections, si ce n'est autre chose que de vouloir prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle et illégale, cela, bien sûr, a terni l'image de marque de Macky Sall et du parti au pouvoir, et la population ne l'aura pas fait de cadeau, et elle les a sanctionnés en votant massivement pour pour Faye. Et bien sûr, Sonko a fait la campagne électorale pour le compte de son poulain, et ce qui explique un peu les résultats du premier tour. Donc c'est des résultats il faut le dire, que les élections durant le premier tour se sont déroulées dans de bonnes conditions. Mais là, si le deuxième tour, ça sera une élection qui sera sous haute surveillance. Pourquoi? Parce que je dirais que au Sénégal, les enjeux sont très forts. C'est des enjeux économiques. N'oubliez pas que le Sénégal entre dans le club
des pays producteurs de pétrole et des pays producteurs de gaz. Bien sûr, avec la Mauritanie. Et je pense que quand il va bientôt commencer à produire du pétrole et du gaz offshore. Et là, les enjeux sont encore plus importants. Et quand je vous dis que les enjeux sont importants, je vous dirais qu'il y a, sans aucun doute, le risque d'intervention étrangère dans ce pays. Donc, ce qui explique que ce que nous souhaitons pas, c'est qu'il n'y ait pas de dérapage durant le deuxième tour. Et donc, selon vous, il y aura un deuxième tour? Il y aura sans aucun doute, parce que le Faye n'a pas, je n'ai pas encore les résultats puisqu'ils n'ont pas été publiés par l'autorité chargée de superviser les élections. D'abord, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats, mais l'autorité chargée de superviser et d'encadrer les élections n'a pas encore proclamé les résultats. Et sans aucun doute, je suppose qu'il y aura un deuxième tour, et les élections seront durant le deuxième tour très serrées. Et je souhaite et je prie Dieu que les élections durant le deuxième tour se déroulent dans de bonnes conditions pour éviter des dérapages, pour éviter des confrontations et pour éviter aussi des ingérences étrangères. Parce que là, elles ne sont pas écartées. Quand vous dites, Hassan Qassimi, des ingérences étrangères, vous pensez à quel pays? Vous savez, je ne vais pas tirer sur la France. Écoute, je ne vais pas tirer sur la France. Tout le monde tire sur la France depuis fort longtemps. Et mes messages, je pense que sont arrivés. Et je vous dirais qu'il y a des suspicions. Oui, parce que Bassirou, il y a de fortes suspicions d'intervention étrangère durant le deuxième tour. Et maintenant, il appartient à la société civile, à la société politique et au contre-pouvoir de veiller à la régularité du déroulement du scrutin durant le deuxième tour. Parce que ce qui est intéressant, Hassan Qassimi, c'est que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko s'opposent à la France et veulent changer la relation qu'il y a entre le Sénégal et la France. On le sait, ça. Oui. Donc c'est assez intéressant de voir aujourd'hui Bassirou à la tête des élections. Donc ça va peut-être déranger la France, non ? Vous savez, les problématiques, je vais l'exprimer autrement. Il y a des enjeux entre la continuité et le changement. La continuité, c'est un peu Macky Sall et le pouvoir et le parti au pouvoir. Et le changement, c'est un peu c'est Faye et Sonko qui sont anti-système, anti-français et panafricanistes, nationalistes. Donc, sans aucun doute, si ces derniers venaient arriver au pouvoir, le paysage politique au Sénégal changerait profondément et que l'emprise de la France sur ce pays serait réduite de manière très forte et de manière significative. Donc, ce qui explique un peu pourquoi il y a des enjeux très forts, très importants au cours de ces élections au Sénégal. Et là, croyez-moi, le souhait, c'est que le Sénégal puisse encore rester dans le giron des pays démocratiques et qu'il ne puisse pas un peu sombrer comme cela s'est fait dans d'autres pays, bien sûr, dans des putschs militaires qui ont conduit à l'installation de transitions, malheureusement qui ne sont plus devenues des transitions puisqu'elles durent dans le temps. Une transition qui dure dans le temps n'est plus une transition. Et là, Hassan Qassimi, justement, nous avons avec nous en ligne Paul Amegakpo, qui est spécialiste en diplomatie africaine et qui est à la tête de l'Institut pour la gouvernance au Togo. Paul Amegakpo, bien le bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir de partager le plateau avec ces éminentes personnalités. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Paul Amegakpo, on est en train de parler des élections au Sénégal, ce qui se passe au Sénégal. Je disais que les élections au Sénégal étaient un exemple pour la démocratie, un exemple de la démocratie en Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous déjà ? Oui, je suis totalement d'accord. Je suis d'ailleurs actuellement à Dakar, où je suis le processus électoral avec la CEDEAO. Oui. Et donc, je pourrais affirmer que le Sénégal vient de confirmer son rang de pays démocratique où les institutions, les citoyens et tous les pouvoirs publics
s'entendent pour jouer leur partition. Du premier tour. Et face aux différents défis que le pays a connus, ce sont des défis presque similaires à d'autres pays africains, mais on a remarqué qu'il existait encore au Sénégal des ressorts institutionnels incarnés dans ce cas spécifique par le Conseil constitutionnel et également un engagement ferme des citoyens à ne rien relâcher quant à ce qui concerne le renforcement et le raffermissement des principes démocratiques dans le pays. Alors, Paul Amégakpo, donc vous êtes à Dakar, en direct avec nous depuis Dakar. Vous assistez à ces élections au Sénégal. Est-ce que vous avez déjà les résultats du premier tour? Les tendances sont déjà connues, déjà au soir de l'élection, le 24 mars, parce que au Sénégal, les médias ont autorisation à relayer instantanément les résultats issus des bureaux de vote et dans la mesure du possible, à donner les tendances au niveau provincial et aussi au niveau régional. Et donc, avant minuit, le 24 mars, en suivant les différents médias, publics comme privés du pays, il s'est dessiné clairement la tendance principale. Et cette tendance donne vainqueur le candidat Diomaye Faye, qui est le candidat porté par Sonko. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que dès le lendemain, le candidat du président sortant, donc de la coalition du président sortant, a reconnu la victoire, Amadouba a reconnu la victoire de Diomaye Faye, et dans la foulée, le président sortant lui-même a reconnu sa victoire et l'a félicité avant même que ce dernier ne se prononce un peu plus tard par la nuit. Est-ce qu'il y aura un deuxième tour? Est-ce que selon vous, il y aura un deuxième tour? Parce que beaucoup d'experts disent qu'aujourd'hui, au Sénégal, on va vers un deuxième tour. Est-ce que vous qui êtes sur place encore une fois? Non, il n'y aura pas de deuxième tour. Disons que les statistiques sorties des urnes, telles que je l'ai dit, et d'ailleurs confirmées par la société civile, parce qu'il y a une plateforme de société civile, CROSC, qui a fait le décompte parallèle des votes et qui a eu des données statistiques issues des urnes, confirme que le candidat Diomaye Faye l'emporte au premier tour entre 56 et 50% des voix. Restez en ligne avec nous, Paul Amégakpo. Hassan Kassimi, peut-être pour rebondir sur les propos de l'expert. Oui, les chiffres qui ont été donnés au sujet de l'élection présidentielle au Sénégal, ce sont des chiffres officieux qui n'ont pas encore été confirmés par, bien sûr, l'autorité chargée de superviser les élections au Sénégal. Maintenant, en toute apparence, il semblerait qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Donc, en toute vraisemblance, là, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'autorité chargée d'encadrer et de superviser les élections au Sénégal, je suppose qu'elle n'a pas encore proclamé les résultats. Donc, ça, d'une part. D'autre part, je dirais un point très important, c'est que, il faut le dire, et c'est important, c'est que l'instabilité a quand même rejoint le Sénégal dans la mesure où il a vécu des moments très difficiles, des moments où pratiquement le président Macky Sall a tenté par des artifices juridiques d'essayer de rester encore au pouvoir et bien sûr de contourner la légalité républicaine et constitutionnelle. Et là, je dirais au sujet des interférences étrangères, les interférences étrangères sont là, elles existent. Elles existent pour la simple raison que elles touchent un pays, beaucoup de pays en Afrique, et surtout que le Sénégal, le risque est encore plus important pour la simple raison que c'est un pays qui rentre dans le club des producteurs de pétrole et de gaz, ce qui rend encore
le risque plus important, le risque d'ingérence beaucoup plus important. Donc il ne faut pas cette éventualité, on ne doit pas, pour des raisons de sécurité, nous ne devons absolument pas l'écarter et la prendre en charge pour la simple raison que les ingérences sont là, elles existent, elles sont réelles et nous avons un peu le topo de ce qui se passe un peu en Afrique. Vous avez beaucoup d'États qui sont passés d'une situation démocratique à une situation extra-constitutionnelle. Samuel Akizimana, au Sénégal, trop beau pour être vrai, ce qui se passe. C'est pas question de dire que c'est trop beau pour être vrai. Je reviens sur le propos de l'expert où il avait dit votre sanction. Je me rappelle que en suivant un peu en direct, etc., de ce qui s'est passé à travers certains médias, on posait des questions à une certaine catégorie de personnes qui est allées voter, que ce soit des vieux, que ce soit des jeunes. En fait, la plupart des personnes pensaient que la tendance vers les vieux, ils seraient restés pour garder le même système auparavant. Mais il y avait toujours ce côté-là, ils disaient non, nous votons pour un nouveau changement, nous voulons un nouveau départ avec des esprits de jeunes, etc. En fait, ce qui est incroyable, c'est ça. C'est-à-dire que, d'une part, c'est pas une surprise parce que la plupart des personnes s'attendaient. Si on regarde même que s'ils ont essayé aussi un peu de retarder un peu les élections, il y a, je pense, ça fait partie des raisons aussi, parce qu'on voyait déjà que l'ampleur de Sonko était encore plus importante, parce qu'à chaque fois, moi je l'ai dit. Moi, en regardant, même si la victoire est de Faye, mais on regarde en réalité l'historique, on voit que les gens parlent plus aussi de Sonko que de Faye, parce qu'on regarde ce que Sonko a dû subir pour que son parti soit là où elle est et qu'ils aient cette victoire à travers les élections. D'une part, on voit cette fervent désir de voir le changement et l'amélioration. Parce que si on regarde très bien, il y a le principe où la jeunesse en Afrique, parce qu'on peut regarder, parce que si on regarde même, ils sont encore jeunes, parce qu'on regarde l'âge qu'il a, Faye maintenant, c'est à travers les 44 ans. Si on regarde, il y a cet ardent désir de retourner vers l'esprit panafricaniste en disant nous voulons l'Afrique aux Africains plus, parce que quand vous parlez d'ingérence étrangère, etc., c'est aussi dans le principe où l'Afrique veut se réapproprier ce qu'il avait auparavant. C'est-à-dire que on est prêt à travailler avec tout parti, mais d'une façon différente et égalitaire dans ce sens-là. C'est-à-dire que des accords équitables. C'est-à-dire que là, maintenant, on voit cette faveur désir, surtout avec les pays africains, d'un renouveau d'après postcolonial actuellement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui tendent à changer. Et en regardant maintenant à travers le Sénégal, moi je dirais c'est une victoire totalement méritée. Moi je dis cette faveur de la jeunesse et surtout renouveau où on voit que les gens veulent changer beaucoup de choses. C'est intéressant, donc je suis pas totalement surpris. Au contraire, je dis bravo à Ousmane Sonko et à Faye. Nous avons en ligne aussi avec nous Saïdou Norodia, politologue du Sénégalais. Bien bonjour à vous, Saïdou Norodia. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, vous êtes politologue sénégalais, vous avez suivi de très près les élections au Sénégal. Tout d'abord, vos impressions, d'accord, et sur les résultats et sur le déroulement aussi de ces élections. Merci à tous et à toutes. Disons que en tant que Sénégalais, c'est une fierté qui replace un peu. Ces élections replacent un peu le Sénégal dans son rang. Cela montre également que montre la viabilité de nos institutions. Ça montre que les institutions sénégalaises sont bien solides. Quand on sait toutes les péripéties qui nous ont amenés aujourd'hui à la tenue des élections, cela montre également que la population sénégalaise est une population mûre, qui est assez patiente et qui sait ce qu'elle veut concrètement. Une élection gagner au premier tour, c'est pas du tout évident au Sénégal, mais nous voulons de l'avoir. Nous parlons d'un éveil de conscience, Saïdou Norodia. Oui, un éveil de conscience parce que quand même la population sénégalaise, quand même, quoi qu'on puisse dire, est assez éveillée sur ces questions de démocratie, est assez éveillée sur l'importance de la participation aux élections. On a un taux assez important. On a un engagement populaire pour aller voter malgré le fait que nous sommes en période de carême et de ramadan. Très tôt, les gens ont pris l'assaut des bureaux de vote et ont voté. Ça, c'était déjà extraordinaire. Malgré aussi le fait qu'il faisait très chaud à Dakar ou au Sénégal. Les gens sont sortis voter parce qu'ils savent que l'élection, c'est au tournant historique et chaque Sénégalais doit apporter sa participation.
Ça, c'est un fait qui quand même replace un peu le Sénégal dans le rang des grands pays. Maintenant, sur les résultats, c'est une rupture que les Sénégalais ont opté. Une rupture à plusieurs niveaux, une rupture d'orientation. Donc pas politique. De deuxième tour, Saïdou Norodia. Pas de deuxième tour parce que les résultats l'ont montré. Le principal candidat du pouvoir a appelé et a félicité, a reconnu, tout comme les autres parties prenantes de cette élection. Tous ont appelé pour féliciter le candidat. Aujourd'hui, certainement, on aura les résultats par parcelle officielle. Peut-être qu'on les aura aujourd'hui, par département. Et cela montre aujourd'hui qu'on n'ira pas au second tour. Et comme je le disais, ça montre que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont opté pour une rupture d'orientation politique, mais aussi une rupture générationnelle. C'est un président qui a 44 ans qui est élu. 44 ans, c'est la première fois au Sénégal. Et je ne pense pas, en dehors de ceux qui sont des révolutionnaires, qu'il y ait des personnes qui ont été élues à cet âge comme président de la République du Sénégal. Une rupture d'orientation politique, une rupture générationnelle que maintenant ceux qui sont élus devraient pouvoir apprécier et traduire en actes concrets pour que la déception également n'arrive pas en un temps record. On a l'habitude de dire qu'il y a un temps de grâce de 100 jours, mais l'engagement des Sénégalais montre qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais sont impatients et ceux qui sont élus seront attendus au tournant. L'exigence sénégalaise est assez grande aujourd'hui pour que également les gouvernants ou ceux qui nous gouvernent ne prennent pas les bonnes décisions. Oui. Hassan Qassimi, peut-être pour rebondir sur les propos. On doit féliciter les Sénégalais pour des élections qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Ça a été un succès, surtout que les résultats qui sont impressionnants. La simple raison que une élection au premier tour, aux élections présidentielles, c'est rare. Parce que quand on a des enjeux importants, généralement on passe à un deuxième tour. Et là, ce n'est pas le cas pour le Sénégal. Cela veut dire aussi que la population est sortie massivement pour sanctionner un peu le système, pour sanctionner un peu le parti au pouvoir. Et là, ce qui est important, c'est que il ne faut pas crier trop tôt victoire, parce que le système est bien ancré, il est en place, il existe. C'est des réseaux, c'est des intérêts, c'est des lobbies. Donc, la nouvelle équipe qui va arriver au pouvoir aura bien sûr de grands défis renforcés. Cette équipe, elle va hériter de bien sûr, sans aucun doute, parce que ça ne sera pas un travail sans labeur. Plaisir. Ça ne sera pas un travail sans labeur, ce sera très dur. Les défis seront très importants, et aussi que les exigences populaires, ce sont des exigences démocratiques, et elles sont légitimes, et les populations attendent les nouveaux arrivés en matière sur le plan social, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la sécurité, sur le plan du confort de la population et bien sûr de la croissance, de la richesse des Sénégalais. Donc ce sont autant de défis qui attendent la nouvelle équipe et qui vont bien sûr dans les prochains jours, après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, aller vers la constitution d'un gouvernement. Peut-être qu'il y aura le retour de Sonko aussi aux affaires politiques. Et là, c'est un peu le Sénégal nouveau que nous allons voir, et en espérant que pour l'avenir, que les autres pays africains puissent prendre comme exemple ce pays qui a réussi quand même à sortir d'une impasse qui a duré un peu de temps. Et heureusement, les institutions ont été solides, les institutions ont été résilientes. Elles ont mis fin à une tentative de mener ce pays vers une aventure qui aurait coûté très cher à ce pays. Oui. Peut-être un dernier point par rapport à ce que mon précédent a dit. Le système, on ne peut pas le changer du tic au tac, comme il l'a dit. Ceux qui sont élus peut-être n'auront pas apporté des changements radicaux, parce que les institutions sont assez huilées. Les questions, Macky Sall a fait des avancées extraordinaires sur pas mal de points. Maintenant, c'est de renforcer quelques éléments, effectivement, à partir de leur orientation politique, engager quelques innovations également, mais radicalement, on ne s'attend pas à un changement extraordinaire. Quand on l'a suivi hier dans son discours, c'est l'humilité qu'il a prônée, c'est l'ouverture qu'il a prônée, c'est également l'ancrage du Sénégal au sein de la CEDEAO, mais
même si par ailleurs des demandes de changement de quelques approches de politique de CEDEAO ont été nommées, mais grosso modo, on ne s'attend pas à un changement radical d'orientation. Merci pour cet éclairage, Saïdou Norodia. Je rappelle que vous êtes politologue sénégalais. Merci à vous. Donc, je vous invite, chers auditeurs et vous, chers invités, à passer à un autre dossier. Il s'agit du Tchad. Vous le disiez, Hassan Qassimi, que ces élections au Sénégal servent d'exemple aux autres pays. Il y a un pays, c'est le Tchad, qui prépare ces élections, des élections prévues pour le 6 mai. J'aimerais entendre déjà l'analyse de notre expert et spécialiste en diplomatie africaine, Paul Amegakpo, sur ces élections qui se préparent au Tchad dans un climat politique assez tendu. Paul Amegakpo. Oui, merci. La situation au Tchad est sans doute différente de celle du Sénégal que nous avons connue. Le Tchad n'a pas connu la même tradition démocratique. Les institutions tchadiennes ne sont pas aussi robustes et stables. Et donc, les élections, la présidentielle prévue pour le 9 mai, donc dans quelques semaines, porte des enjeux importants. Oui. Surtout que pour les candidats retenus, les deux têtes de l'exécutif tchadien se retrouvent candidates. Oui. Donc nous avons Success Masra et Idriss Déby. De la transition, Mohamed Idriss Déby. Ils sont tous deux candidats, y compris l'ancien Premier ministre. Et donc, nous remarquons que cette présidentielle sera assez compétitive. Oui, alors une élection. Elle sera assez compétitive, justement, à raison du poids des candidats en lice. Cependant, l'enjeu principal reste l'issue de l'élection. Est-ce que les résultats reflèteront la vérité des urnes? Oui. Est-ce que les institutions, donc en charge de l'organisation de l'élection, et les institutions juridictionnelles qui devraient assurer l'arbitrage en cas de contentieux électoral joueront convenablement leur partition pour rassurer l'opinion publique et éviter que les disputes post-électorales ne se déroulent dans un autre cadre que des cadres institutionnels prévus. Ces questions n'ont pas de réponse actuellement parce que le candidat Success Masra vient de rejoindre l'équipe donc gouvernementale. Nous savons qu'il est réputé être le principal opposant à la transition et donc sa position durant ce processus électoral en tant que candidat n'est pas encore totalement clarifiée. Et nous savons qu'il y a un grand risque pour que l'équilibre précaire que nous observons aujourd'hui bascule dans une polarisation profonde entre les tenants de la transition, donc du régime militaire qui assume la transition, et les tenants du changement portés par Success Masra. Et donc, il y a beaucoup plus d'incertitudes quant à l'issue de ce scrutin prévu pour le mois de mai prochain. Oui. Alors, vous êtes en train de parler des élections au Tchad. Vous dites des élections compétitives. Est-ce que Samuel Akizimana, est-ce que vous pensez que au Tchad réellement, les élections qui se préparent sont compétitives? Il y aura une compétitivité? On attend de voir cette compétitivité parce que là, si vous me demandez s'il y a la compétitivité, jusqu'à présent, j'ai pas encore vu de compétitivité réelle. C'est-à-dire que si on doit comparer ce qui s'est passé par exemple au Sénégal et qu'on regarde ce qui va se passer au Tchad, pour moi jusque là j'ai pas encore vu de compétitivité.
Je pense que je suis pas le seul, même les chers auditeurs, si on demande qui sera la compétitivité, qui sera au Tchad, même j'espère que l'espère va rebondir sur ça, parce que moi je pense que jusqu'à présent je vois pas de réelle compétitivité sur ça. Donc autre chose, Paul Amegakpo, il y a aussi cette suspension des journaux, 30 journaux au Tchad ont été suspendus à la veille de la préparation de ces élections. Est-ce que selon vous c'est un acte démocratique, ça? Est-ce que ça annonce déjà la couleur, peut-être? Le contexte est très polarisé et disons même que le climat est délétère, surtout par rapport à la société civile et aux médias. L'espace civique est assez restreint actuellement, où la liberté d'expression est quasiment étouffée. Nous savons tous très bien que la principale coalition de la société civile, Wakit Tama, a appelé au boycott de ce scrutin. Oui. Ça veut dire qu'il y a une position de la société civile qui ne favorise pas le bon déroulement du scrutin. Et cette position est plutôt une position mesurée, dans la mesure où la société civile tchadienne voudrait que le scrutin se déroule dans de meilleures conditions, qu'on donne la possibilité à la société civile, aux partis politiques et à tous les acteurs de pouvoir s'exprimer plus librement, de pouvoir accéder aux médias d'État et aussi que les médias privés puissent avoir toute la latitude de donner la parole à tous les courants politiques et à toutes les opinions. Toute chose qui ne semble pas effective dans le contexte actuel. Et donc, c'est considérant tous ces éléments que la société civile, soutenue par une bonne partie des médias, demande que l'élection soit reportée de quelque temps, qu'il y ait un autre dialogue pour permettre à ce que les conditions optimales soient réunies pour l'organisation des élections. Mais nous savons que ce plaidoyer ne passe pas jusqu'à présent, et donc si cet appel au boycott par la société civile est maintenu et que les médias continuent à être muselés, on assisterait à un scrutin peu ouvert, peu libre et donc avec une empreinte démocratique réduite. Alors, un scrutin peu libre, peu ouvert, bon, c'est les craintes relevées par de nombreux experts. Nous avons avec nous en direct aussi depuis Alger le journaliste Djamel Bouklin. Djamel Bouklin, vous êtes journaliste et vous êtes spécialiste aussi des questions africaines, spécialiste aussi de la région du Sahel. Bien bonjour à vous et merci d'avoir accepté mon invitation aussi. Bonjour. Alors vous venez d'écouter l'analyse de Paul Amegakpo, qui est spécialiste de la diplomatie africaine, directeur de l'Institut pour la gouvernance au Togo, sur le Tchad. Nous avons parlé des élections au Sénégal, et maintenant on parle des élections au Tchad. Donc selon vous, ces élections qui se préparent au Tchad, dans un climat politique assez tendu, avec la suspension de 30 journaux, on vient de le dire, est-ce que selon vous, est-ce que vous êtes optimiste? Je ne sais pas s'il faut être optimiste. Sur le devenir, voilà. D'emblée, parce que maintenant, je pense que dorénavant, toutes les élections qui vont se dérouler en Afrique doivent s'observer, doivent s'analyser à la lumière de ce qu'on vient de recevoir comme leçon du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, toutes les élections qui se dérouleront en Afrique, qui seront en deçà de ce qui s'est passé au Sénégal, seront des élections dites, des élections qui seront ni propres ni honnêtes, si on veut utiliser l'expression qui est galvaudée, parce que le Tchad me semble assez mal parti pour organiser une élection, parce qu'il y a trop d'interférences extérieures au Tchad. Et puis, je pense qu'il y a un certain nombre de faits historiques, récents et anciens, qui n'ont pas été soldés, comme la mort de l'ancien président, comme la suspension de journaux qu'on vient de parler,
comme il y a quand même quelque part l'assassinat aussi de Yahya Dillow, chef de parti. Et puis il y a l'impact de la crise du Soudan sur le Tchad, de la crise de la Libye. Des migrants soudanais. Il y a la crise du Sahel en général qui influe sur le Tchad. Il y a la pauvreté. La présence de troupes militaires françaises. Et puis, effectivement, comme vous venez de le dire, cette présence qui non seulement aujourd'hui, cette présence, elle s'est renforcée depuis le départ des forces françaises du Mali. La plupart se sont repris au Tchad. Donc aujourd'hui, il y a tellement d'interférences au Tchad qu'il est difficile d'être optimiste pour ces élections. Comparativement au Sénégal, donc il n'y a pas de comparaison à faire. D'abord, le Tchad, il n'y a pas de tradition démocratique et c'est un peu la dynastie d'Idriss Déby Itno au pouvoir dans ce pays depuis plus de 30 ans et vous devez savoir que le père d'Idriss Déby Itno n'est pas mort, il a été assassiné. Donc la différence est très importante. Il a été assassiné, bien sûr, et par les groupes terroristes. Non, pas par les groupes terroristes. Il a été assassiné pour la simple raison qu'il avait, sur le plan politique, des rapprochements avec les Russes. Et bien sûr, avec le Moyen-Orient. Donc, ce qui explique qu'il y a eu des interférences étrangères qui ont organisé pratiquement sa liquidation sur le front. Donc, voilà pour au sujet de la disparition d'Idriss Déby. Donc, maintenant, revenons à son fils, la dynastie des Itno au Tchad, que c'est des élections qui se feront dans l'ombre de cette dynastie familiale qui veut rester encore au pouvoir. Vous devez savoir que le général Mohamed Déby, d'abord, il est illégitime, et non seulement illégitime, mais aussi, c'est un homme, quand son père est mort, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer la succession et assurer la transition. Et il a pris le pouvoir par la force en installant une transition. Et là, ce que je dirais au sujet de cette élection, c'est que c'est une élection qui est pipée. C'est une élection où pratiquement les jeux sont joués. Et une constitution, d'abord, Mohamed Déby avait promis lors de la prise du pouvoir en mettant en place le Conseil de transition, il avait promis à l'Union africaine de restituer aux civils le pouvoir 18 mois après. Presque 4 ans après, il est encore au pouvoir. Et en plus de cela, il a mis en place une constitution sur mesure qui s'est taillée, qui lui a permis de revenir au pouvoir et d'être candidat. Et vous devez savoir que c'est des élections qui ont été pratiquement taillées sur mesure. Et il n'y a aucune surprise au déroulement de ce scrutin et au résultat de ce scrutin. Vous aurez le général Mohamed Déby comme président de la République et qui assurera aussi le pouvoir de manière indéfinie à la famille d'Itno qui va encore régner sur ce pays malheureusement. Et vous devez savoir que c'est un pays qui est traversé par de très fortes turbulences sur le plan politique. Pratiquement le nord du Tchad échappe au pouvoir central. Il y a des groupes armés. Au sud également, il y a des troubles entre les éleveurs et les agriculteurs et les sédentaires. Et il y a aussi des groupes armés qui se développent à vive allure dans ce pays. Ce qui fait que c'est un pays qui est écartelé dans tous les sens par des interférences et je dirais aussi donc vous êtes du même avis que Djamel Boukrine, les élections c'est pas le temps pour organiser des élections. Oui, mais elles seront organisées à un rythme militaire sous la musique et la fanfare de Mohamed Déby qui a pratiquement tout prévu pour qu'il soit élu président de la République. Mohamed Déby président, mais à quel prix? Mais ça se fera sur la stabilité, l'unité du pays. Et c'est ça, c'est des facteurs les violences sont très importants. C'est un pays qui est pratiquement ingouvernable. Vous avez pratiquement 47% de la population qui est dans la pauvreté. Vous avez pratiquement 35% des enfants d'entre 5 et 10 ans qui souffrent de carences nutritionnelles et qui sont pratiquement qui ont des problèmes de nourriture. Donc vous devez savoir que ce sont tous ces problèmes qui vont faire que le Tchad est un pays qui, si les Déby continuent à gouverner le pays dans cette dynastie tyrannique, de savoir que c'est un pays qui risque de connaître un avenir tumultueux et un avenir incertain. Djamel Boukrine.
Oui, effectivement, il est difficile de trouver d'autres choses à dire après ce que vient de dire Hassan Qassimi. Hassan Qassimi, parce que il a dressé effectivement le tableau complet. Et puis, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que le Tchad risque de payer aujourd'hui aussi de retomber des crises. Comme c'est un peu le moyen faible au niveau des pays du Sahel aujourd'hui. Il risque de payer de suivre toutes les crises qu'il y a aujourd'hui au Mali, qu'il y a au Soudan, qu'il y a même un peu plus, même en Éthiopie, éventuellement, que la crise venait à se compliquer. Et donc, je dirais que c'est mal parti pour le Tchad parce que il a eu des occasions de s'en sortir, il a raté des occasions. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... C'est peut-être, il faut espérer, espérer une issue, mais ça va être difficile parce que le Tchad n'a pas les moyens de sa politique, en fait, sa politique, non, de s'en sortir dans l'état actuel des choses, parce que, comme je disais tout à l'heure, il est pratiquement entre les mains des puissances étrangères. Oui. Pas uniquement la France, il y a aussi les pays du Golfe qui ont des mainmises. Il y a Israël aussi qui est assez présent au Tchad. Les Émirats Arabes Unis. Oui, effectivement. Je parle des pays du Golfe. Il y a Israël. Que Mohamed Idriss Déby a effectué une visite officielle aux Émirats Arabes Unis. Ça fait maintenant quelques jours. Il s'est retrouvé planqué à faire le pays des grues et à revenir chez lui bredouille. Bredouille, oui. Parce que c'est... N'a pas été accueilli. Donc, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui à espérer de cette élection dont les résultats sont connus à l'avance. Ce que je pourrais dire, et un élément important qu'il ne faut pas négliger, c'est que sur la scène politique tchadienne, il y a un élément important et sur lequel nous devons mettre beaucoup d'accent, c'est que le Tchad, c'est le quartier général des forces françaises qui sont stationnées dans ce pays. Vous devez savoir que la présence française très forte dans ce pays a des incidences, a des influences très fortes sur les évolutions politiques dans ce pays. Donc, c'est un point que nous devons mettre dans la balance quand on analyse un peu les évolutions politiques qui se déroulent dans ce pays. Donc, je pense que au Tchad, la situation est préoccupante, la situation est inquiétante. Et on souhaiterait que le pays puisse s'ouvrir encore plus à l'opposition politique, parce qu'il y a une répression féroce contre l'opposition, contre la société civile, et c'est un peu la tyrannie qui s'installe de manière violente et qui présage des lendemains incertains pour ce pays, malheureusement. Oui, alors restons toujours au Sahel. Nous allons parler du Mali à présent. Le Mali, alors la transition au Mali, la transition politique au Mali a pris fin officiellement. Le gouvernement central de Bamako persiste encore et reste toujours au pouvoir. Aucun calendrier électoral n'est établi. Donc, qu'est-ce qui se passe au Mali, Paul Amegakpo? Nous sommes dans une configuration qui a évolué depuis le coup d'État en 2020 au Mali, où il était d'abord question de suivre une transition dirigée essentiellement par les civils. On a connu 2 à 3 temps dans cette transition. Puis finalement, il y a la dynamique des États, de l'Alliance des États du Sahel, qui inclut le Niger, le Burkina et le Mali. Cette nouvelle dynamique, c'est une géopolitique qui est axée sur le tout sécuritaire, avec une défiance vis-à-vis des partenaires traditionnels du Mali et de ces pays. Mais cela n'arrange pas la situation au Mali, qui est toujours dirigée par les militaires.
Effectivement, c'est ce que je suis en train de démontrer pour dire que actuellement, dans la mentalité des dirigeants de la transition au Mali, il n'y a plus question de parler d'une transition limitée dans un segment de temps, mais plutôt de parler d'une nouvelle gouvernance qui repose sur un régime militaire et qui développe des alliances nouvelles pour faire pérenniser le système militaire. Face à cette situation, la CEDEAO, qui jusqu'à présent a obligé le régime militaire à prendre un certain nombre d'engagements, n'a plus le pouvoir d'agir sur ce pays qui a officiellement demandé donc un retrait sa sortie de l'institution communautaire et aussi d'autres cadres d'engagement, notamment l'accord de 2015, l'accord de l'Algérie, n'est plus respecté parce que la junte au pouvoir a dénoncé cet accord et s'est donc engagé à ne plus respecter ces engagements et ces clauses-là. Et donc, dans cette configuration, nous sommes dans une nouvelle dimension où la junte au Mali n'intègre plus la problématique d'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il faudrait donc que les citoyens maliens, la société civile et la classe politique aient prise des valeurs démocratiques et qui veulent un retour à l'ordre constitutionnel puissent s'engager et obliger cette junte-là à rétablir le calendrier et à céder le pouvoir aux civils. Le pouvoir aux civils très rapidement. Mais nous pensons que c'est quelque chose qui ne va pas se faire de manière facile. Il faudrait donc revoir le rapport de force et rétablir un rapport de force qui serait désormais en faveur du peuple souverain du Mali. Hassan Qassimi, tout comme le Tchad, le Mali ne s'en sort pas aussi. Vous devez savoir là ce que c'est des regrets que je vais exprimer parce que c'est dommage que le Mali puisse s'enfoncer encore dans une crise politique qui dure dans le temps. Il faut savoir que la transition, par définition, elle est courte dans le temps. Et c'est une transition malheureusement au Mali qui est en train de s'éterniser. Et 4 ans sont déjà passés. Et 2024, vous devez savoir que le budget malien de 2024 n'a pas prévu de crédit pour l'organisation d'élections présidentielles dans ce pays. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élections présidentielles en 2024. Et vous devez savoir que plus vous poussez à plus tard les échéances d'organisation d'un retour à la normalité, d'un retour à l'ordre républicain et constitutionnel, plus vous rendez les chances d'un rétablissement de la situation et de la paix encore presque impossibles. Donc voilà un peu l'état des lieux au Mali est encore assez compliqué. Le traité, le pacte d'Alger a été dénoncé, mais en contrepartie, il n'y a aucune solution politique, une solution de paix avec le Nord. Et là, je crois qu'il y a eu des choix qui ont été dramatiques, des choix dangereux qui ont été faits par l'autorité de transition, à savoir de faire la guerre à tous les Touaregs du Mali. Et là, vous devez savoir ce qui est dangereux, c'est qu'il y a certains Touaregs du Mali, certains chefs, qui ont rejoint le GICM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, des groupes terroristes. Donc vous devez savoir, quand il y a une radicalisation politique au niveau de la transition, il y a au nord du Niger aussi des radicalisations qui s'inscrivent dans le temps et qui se font malheureusement au détriment de la stabilité de ce pays. Donc ce que je pourrais dire, c'est que si la crise dure encore, c'est que le Mali n'a pas les moyens, ni les moyens politiques, ni les moyens financiers pour soutenir une telle situation qui sera très très dure pour l'avenir de ce pays. Donc pour le moment, c'est l'impasse politique, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'échéance électorale en cours. Donc tout ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que
l'autorité de transition puisse revenir à la raison, qu'elle puisse un peu ouvrir le champ politique à l'opposition pour qu'elle puisse un peu débattre de l'avenir de ce pays. Jamel Boukrine, vous suivez de près ce qui se passe au Mali, vous écrivez sur le Mali, donc encore une fois, tout comme le Tchad, le Mali aussi s'enfonce dans une crise peut-être sans fin. Mais le Mali, il était à 2 doigts de s'en sortir de cette crise qui était endémique depuis les années de l'indépendance. Et sa décision de rompre avec les accords d'Alger, sa décision de pousser, parce que c'est une décision qui était irréfléchie, inconsciente, de pousser une partie des groupes du Nord dans les bras des groupes terroristes, et sa décision aussi de mettre entre parenthèses les élections, pour ne pas dire de les renvoyer au calendrier grec, à preuve, elles ne sont même pas au programme pour cette année, fait que aujourd'hui on ne peut que déplorer la situation et malheureusement n'envisager que le pire pour la situation, pour le pays, parce que effectivement il n'a pas les moyens. Il y a le terrorisme qui va rebondir d'une manière ou d'une autre dans les pays au Mali, certainement, parce que il n'a fait que renforcer les groupes armés. Et comme le Mali est, comment dirais-je, il est aussi l'objet de convoitises d'un certain nombre de pays, du moins de ceux qui lui ont conseillé donc de se retirer des accords, fait qu'aujourd'hui on ne peut que craindre pour le Mali, et je dirais même pour la cohésion du Mali, pour l'unité du Mali, parce que la junte aujourd'hui qui est au pouvoir n'est pas du tout intéressée par la souveraineté, la remise du pouvoir d'une manière ou d'une autre par les yeux. Et pour la restauration aussi de la souveraineté. Donc on pourrait être tenté, effectivement, l'armée pourrait être tentée de faire un énième coup d'État. C'est peut-être un peu la chose la moins mauvaise qui pourrait arriver aujourd'hui aux Maliens. Oui, Samuel Akizimana. C'est un peu déplorable. C'est pour ça on revient toujours en disant il y a l'Afrique que nous avons et l'Afrique que nous voulons. Et c'est déplorable parce qu'en regardant ce qu'on a commencé par le Sénégal et on regarde ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique, c'est déplorable parce que on voit qu'il y a encore un grand pas à faire sur des États en Afrique, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on espère que les choses vont finir par changer, que les choses vont finir par aller au mieux. Et félicitations à Faye du Sénégal. Donc on voit déjà qu'il y a des choses qui s'améliorent en Afrique parce qu'ils ont refusé que certains rêveurs arrivent à leur pays. Donc, bravo au Sénégal. Alors, bravo au Sénégal, bravo à l'Afrique. L'Afrique est en phase de changer. L'Afrique doit changer à présent. C'est sur cette note qu'on va terminer cette émission, chers auditeurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je tiens aussi à remercier Samuel Akizimana, notre chroniqueur de la radio Ifriqiya FM, Hassan Qassimi, notre invité, Paul Amegakpo, aussi directeur de l'Institut pour la gouvernance au Togo. Merci à vous. Jamel Boukrine, merci à vous. Vous êtes journaliste, encore une fois. Merci. Saïdo Norodia, politologue au Sénégal. Merci aussi à vous. Et nous avons tenté aussi de joindre Wilson Fofa, que spécialiste des questions africaines, mais on n'a pas pu le joindre. Merci quand même à lui, s'il nous entend. Je tiens aussi à remercier notre réalisateur Mouad et Khaled aussi, et notre technicienne à la console Kerima. Chers auditeurs, merci à vous encore une fois, et vous pouvez réécouter cette émission sur nos réseaux sociaux, notre site web www.ifriqiyafm.com et notre application Ifriqiya FM téléchargeable sur le Play Store. Merci.